Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie ou Delay. L'invité que je reçois aujourd'hui est un couturier incroyable. Ses créations sont aussi merveilleuses les unes que les autres et il nous a fait le plaisir de nous accueillir dans son magnifique atelier parisien. Et cet invité, c'est Eric Thibouch. Allez, c'est parti! Bonjour Eric, comment ça va? Mais très bien, et toi Dylan? Très bien, je porte une magnifique veste que tu as créée, donc je suis heureuse. Moi aussi, je suis heureux. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, et rien que la vérité. Alors tu es originaire de l'île de Beauté, la Corse, mais c'est à Tahiti que tu as grandi. Parle-nous un peu de ton enfance. Ma maman est corse, originaire de la ville de Bonifacio, et mon papa est allemand. Mon papa était dans la Légion militaire. Donc on s'est retrouvés mutés en Polynésie, je devais avoir 3 ans. Et je suis resté jusqu'à mes 11 ans là-bas. Pour moi, c'est un choc parce que je suis insulaire par la Corse d'une île, comme toi, une autre île dans les Caraïbes. Et j'arrive en Polynésie et là, je me retrouve dans une école polynésienne avec des vrais Polynésiens, pas du tout dans l'école française, maman ne voulait pas. Et j'ai adoré, je faisais du tamouré, je parlais le tahitien. Tu sais encore parler tahitien? Oui, quelques mots. J'ai beaucoup perdu, mais il y a quelques mots que je peux te dire, comme Maruru, qui est merci beaucoup, ou Yarana. Et pour moi, ça a été un choc de culture, parce que tu arrives dans une île où d'abord tout le monde se tutoie. Les femmes sont sublimes le dimanche, parce que tout le monde va à la messe. Elles se font très belles, avec des grands chapeaux, elles sont habillées tout en blanc. Et ça a été pour moi des années merveilleuses, beaucoup d'insouciance aussi. Que tu penses avoir perdu en revenant en France? Oui, parce qu'en arrivant en France, on est rentré en France, j'avais 12 ans, et là j'ai découvert le racisme pour la première fois de ma vie. Ça m'a choqué. Donc là, l'insouciance part, tu sais, quand tu rencontres des choses comme ça. Comment t'es venue cette passion de la mode? C'est maman. Par maman? Oui. Pourquoi maman faisait quoi pour ça? Maman était très coquette. Maman était une femme très très coquette, une très jolie femme en plus. Et comme elle a eu 2 garçons, donc bon, j'étais toujours très proche. On était fusionnels tous les deux. Donc elle m'emmenait partout, chez les esthéticiennes, avec elle, acheter des vêtements. Et puis j'adorais faire du shopping. Donc la femme n'a aucun secret pour toi? Non. Enfin si, un peu quand même. Mais en général, non. Et puis elle m'a initié justement à tout ça. Puis maman avait une petite couturière, couturière de quartier. Et donc j'allais avec maman chez sa couturière, elle faisait faire ses robes. Et moi je ramassais toutes les chutes de tissu par terre. Et avec ça, je faisais des robes pour les poupées Barbie de ma cousine. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, avec le temps, tu grandis, tu as 15, 16, 17 ans, puis tu t'affirmes jusqu'au jour où je me suis dit, la mode, oui, j'aime ça. Enfin, c'est la mode qui est venue à moi. C'est la mode qui est venue à toi. Et en 98, tu as été remarqué par Jean-Paul Gaultier et il t'a fait intégrer sa maison de couture. Parlons un peu de cette expérience. J'étais chez Isabelle Marant à l'époque. Je m'occupais d'Isabelle Marant, de sa boutique. Et Jean-Paul a entendu parler de moi. Il m'a donné on a dîné ensemble avec Henri Joly et sa cousine. On a parlé de tout sauf de travail. D'où est-ce que je viens, mes origines. On n'a jamais parlé de travail. Et le lendemain, il dit à Henri Joly, Eric, il est fait pour la couture. 2 semaines après, j'étais à la couture Jean-Paul Gaultier. J'étais, mais alors, dans un état, je ne peux pas t'en parler. C'était, oui, j'étais tout excité, puis je n'y connaissais rien. Et puis tu avais peur peut-être aussi, parce que c'est quand même Jean-Paul Gaultier. Effrayé. Pour moi, Jean-Paul, j'ai toujours aimé son travail. Et donc là, je me suis retrouvé chez lui. Ça a été assez difficile le début, parce que le premier jour, j'ai été accueilli, et ça, je tiens à le dire, parce que notre métier est comme ça. Je ne suis pas comme ça, mais le métier est comme ça, surtout dans les grandes maisons. La directrice couture m'a accueilli le premier jour, je commence à 10h, je suis arrivé à 9h15, beaucoup plus tôt. Très sérieux. Voilà, parce que dans ce métier, il faut être passionné, sinon il ne faut pas le faire. C'est un métier très difficile. Et donc elle me donne mes clés, puis elle me dit voilà, bonjour madame, voilà vos clés. Je ne sais pas à quoi vous servez parce que je n'ai pas de travail pour vous ici. Et elle me répond ça comme ça. La première phrase qui sort de sa bouche. Moi, je me suis retrouvé un homme dans la couture, c'était quelque chose déjà de jamais vu. Il n'y a que des femmes. Me mettre, moi, dans les ventes, couture, responsable des clientes et développer la maison. Et donc, elle était certainement choquée par ça. Elle sentait une certaine concurrence aussi, peut-être? Peut-être, oui, peut-être. Enfin, il y a des gens méchants, on va dire aussi. Donc, j'ai trouvé ça assez méchant et je lui ai répondu tout simplement, rapprochez-vous auprès de M. Gaultier, il vous expliquera à quoi je sers. Voilà. Mais de ce que je vois, vous avez besoin de moi. Ma mission était de développer la marque dans les ventes. Donc, je savais ce que je pouvais arriver à faire pour cette maison.
Et la personne qui était là en même temps que moi n'était pas du tout quelqu'un qui venait de la vente, c'était plutôt une grande journaliste, rédactrice de mode, qui faisait très très bien son travail. Et donc on a collaboré. Et pendant 1 an, ça a été très dur, parce qu'elle m'interdisait les essayages, elle m'interdisait ça, elle m'interdisait presque de venir au défilé, par méchanceté. Et je me suis imposé, et c'est Jean-Paul qui a D'accord, imposé. c'est ce que j'allais dire, oui. Mais Jean-Paul Gaultier dans tout ça. C'est lui qui a imposé, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et il a été charmant, et j'ai appris mon métier grâce à lui. Et c'est ce qui t'a permis en 2006 de créer ta propre maison de couture. Oui, d'avoir le courage. Le courage, parce que c'était très dur. J'étais chez Copenhagen Firm, directeur artistique du programme de développement mode, dans la fourrure. Donc je travaillais beaucoup avec Rick Owens, Liano, Lagerfeld, Heider Ackermann, Jill Mandel à New York, Prada, Gucci. Et on développait des lignes de fourrure. Mon travail consistait à dépenser de l'argent en les sponsorisant. Voilà. Puis à un moment donné, un copain me dit « Arrête de donner tes idées aux autres, et pourquoi tu ne ferais pas des idées pour toi ?» Ça m'a donné le pied à l'étrier. Je dis bah, « On va essayer une collection, on va faire un test. Je me rappellerai, c'était la Madame Clérico, Chantal du Lido, qui m'avait offert le Lido, les filles du Lido, la technique, tout m'avait été offert par mes amis pour pouvoir faire ma première collection. Et j'ai travaillé dur pendant 6 mois. On a présenté 20 modèles couture, haute couture. Et tout a commencé comme ça. Et puis après, tu sais, tu fais une fois, mais il faut... Tu es obligé de continuer, tu n'as pas le choix. Et jusqu'à aujourd'hui, on est à 14 collections de couture et 3 collections de prêt-à-porter. Alors, tu es très attaché aux traditions, aux techniques des artisans de haute couture. Mais en même temps, tu parles de jeune couture. Tout à fait. On fait à peu près 5 essayages pour une livraison, c'est trop. Les femmes n'ont plus le temps. Donc nous, on a réduit entre 2-3 essayages. Même dans le langage, on a simplifié beaucoup de choses. Pas le travail. La technique reste la même. De toute façon, si on veut faire de la couture et du fait main, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une technique pour le faire. Et puis après aussi, les techniques, les artisans, on ne pourrait pas faire ce métier s'ils n'étaient pas là. Et la jeune couture pour moi, oui, parce que ma clientèle est très jeune. D'accord. J'ai de tous les âges, mais je dois dire que j'ai beaucoup de jeunes filles de 18 à 22 ans. Et en 2006, ta première collection qui s'appelle Bonheur. Alors pourquoi Bonheur? Est-ce que c'est parce que c'était dans une période décisive de ta vie? Parce qu'elle était un hommage à Tahiti, ma première collection, un hommage aux années que j'ai passées avec maman et papa. Tu sais, j'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai perdu maman et papa il y a 10 ans, 11 ans aujourd'hui, j'avais 30 ans. Donc ils sont morts en 3 mois tous les deux. Donc comme j'étais triste qu'ils ne soient pas là pour ma première collection, je leur ai dédié toute la collection complète à ces années de bonheur. Et ta deuxième collection s'appelait Les Parisiennes. Les Parisiennes, voilà. Les Parisiennes sont toujours là. Honte à moi, oui. Alors pourquoi les Parisiennes sont toujours là? Je voyage un peu et je me rends compte qu'à Paris, les femmes s'habillent toujours très mal. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça dépend où. Voilà. Alors, il y a une rue dans Paris, qu'on taira le nom, voilà, c'est 500 mètres ou 300 mètres. Pendant 300 mètres, on trouve des femmes très élégantes, très modernes, très bien habillées. En dehors de ça, on ne trouve plus rien. Et quand on va à Londres, on en voit partout des femmes élégantes. À 18 h le soir, on voit des femmes qui sont belles. Une petite robe noire toute simple, mais de belles paires de chaussures, un beau sac. Et les femmes se font belles et puis elles osent la couleur. En France, on est monochrome. Toi, tu as osé mettre du pêche, merci. Mais c'est grâce à toi, voyons. Mais tu aurais pu ne pas adhérer, tu vois. Mais je trouve qu'en France, les femmes n'adhèrent pas assez à la couleur. C'est tout noir, marron, gris, anthracite et ivoire. J'ai eu envie de faire une collection en disant aux Parisiennes jeunes, vous avez droit, vous aussi, à l'élégance. Elles font partie de notre culture. Donc oui, elles sont toujours là, ces Parisiennes, mais où sont-elles? D'accord. Où est-ce qu'on peut les voir? Donc c'était un début comme ça. Et la troisième collection, alors là je me suis dit, j'ai peut-être mal lu, Meurtre sur les Champs-Élysées? Oui, parce qu'à l'époque je faisais Jacques Fath. J'étais directeur artistique de Jacques Fath et il y avait un film de Jacques Fath qui s'appelait Meurtre aux Champs-Élysées. Donc c'était un petit peu un hommage à lui et j'ai construit toute une collection autour d'un meurtre. Donc les invités ont reçu une convocation de police en invitation. D'accord. Voilà, avec le drapeau français en fond et tout. Après, il y avait un journal qu'on avait imprimé avec toute l'histoire dans un petit journal qui était le programme, où on expliquait, voilà, dans la maison de couture, qui bouge, un meurtre a été commis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es scénariste aussi alors? Mais j'adore le cinéma. D'accord. Je comprends mieux. Moi, c'est le cinéma. Tout vient du cinéma. Tout mon univers vient du cinéma. Je peux regarder 25 films par semaine. C'est ce qui t'inspire aussi pour tes créations, peut-être? Beaucoup. Tu vas me demander des fois l'histoire, je ne peux pas te raconter. Parce que
quand je rentre dans un film, il se passe des choses dans ma tête. D'accord. Et je réfléchis, je me parle à voix haute dans ma tête, tout seul, et je crée. Il se passe des choses à ce moment-là, et puis là, je vais prendre un cahier, je vais dessiner, et une collection sort en 20 minutes. Donc là, Meurtre aux Champs-Élysées, cette collection. Ah, c'était Jacques Fat, les femmes avaient toutes les cheveux blancs, comme des vieilles mégères. Elles défilaient toutes avec des armes, des seringues, des flingues, des coupes-coupes, des cannes poignards. Et en fait, il fallait trouver le meurtrier. D'accord, suspense. Oui, parce que j'aime traiter la mode d'une façon ludique. Alors peut-être aussi, ça vient un peu de chez Jean-Paul, qui traite toujours la mode d'une façon ludique. Mais je dois dire qu'on se rejoint sur beaucoup de choses tous les deux. Et malgré qu'on soit très différents dans notre mode, et je trouve qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Et en 2012, une nouvelle aventure s'inscrit avec la joaillerie, les chaussures, telles Cendrillon et sa chaussure de verre. Ah oui, c'est ça, parce qu'elle est apparue comme Cendrillon, parce que c'était Cendrillon la Belle au Bois dormant qui se rencontraient, et on a créé cet escarpin en poulain et en plexi. Il y avait des épines de rose dessus, et en collaboration avec la maison Nando Muti, Italie. Les bijoux, j'ai travaillé au début avec une maison et on travaille aujourd'hui plus en direct avec des artisans et tous les bijoux sont faits et gérés par nous. Alors tu t'es associé d'ailleurs à une maison de champagne, la maison Mallard. Tout à fait, ils sont venus habiller une bouteille avec du python. Alors oui, et puis la campagne de pub avec le trench de dentelle. Ils sont venus et on a eu un très beau rendez-vous. Nos deux univers se complètent parfaitement et est sorti Lady Style en octobre, lors de cette soirée à la Maison Blanche, où d'ailleurs ils m'ont invité aussi à présenter pour la première fois mon prêt-à-porter, les Monsieur et Madame Mallard. Et je dois dire que oui, cette bouteille est magnifique. Elle est jolie avec sa petite touche de rose, là, j'aime beaucoup. Et le champagne est très bon. C'est vrai? D'accord. C'est quoi, c'est un rosé? Non, c'est un brut. Un brut? Mais c'est un champagne de femme. Alors tu habilles aussi de nombreuses comédiennes, chanteuses, que ce soit françaises ou internationales. Tu habilles pour le Festival de Cannes et pour plein d'autres événements prestigieux. Peux-tu nous parler de ces collaborations? Ah ben, il y en a de tous les styles. On a une belle collaboration avec Michel Rodriguez, que j'adore. Évidemment, c'est Alien, Avatar, c'est tous les films que je regarde. Après, il y a Malika Sherawat, qui est la Brigitte Bardot indienne. Mais en France, on a Laurie, on a Shine. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Mais du coup, tu leur fais des vêtements sur mesure ou des pièces uniques? Alors, ça dépend. Ça dépend. En général, elles prennent dans la collection en cours, ou dans les archives, des modèles. Mais des fois, j'ai des demandes. Donc là, par exemple, on croise les doigts, on ne dira rien, mais on a quelque chose pour un concours qui aura lieu bientôt. Donc je ne peux rien te dire encore parce que ce n'est pas confirmé. Mais on devrait habiller cette chanteuse. Alors cette chanteuse, il va falloir faire quelque chose française. Il va falloir lui créer une tenue complète, tu vois, pour cet événement international. J'essaye de faire travailler ma mémoire. Quel événement international y a-t-il? C'est pour le mois de mai. Pour le mois de mai, waouh. Et puis après, il y a Shirley Bousquet aussi, que j'aime beaucoup, une comédienne formidable, qui a un nouveau film en présentation à Cannes. Donc on habille aussi Shirley pour Cannes, pour la montée des marches, et l'équipe du film, qui est un film sur la mode d'ailleurs. C'est vrai? Donc tu y seras, forcément? Non, parce que je serai en Martinique. Ah oui, tu pars en Martinique. Ben oui, je fais un défilé là-bas. Mais tu nous as pas encore donné le scoop, tu vas nous en parler tout à l'heure. Justement, tu parles de voyage, ça tombe très bien parce que c'est la question suivante. Tu as eu l'occasion de participer à des événements prestigieux comme la Maison du Chocolat, comme l'anniversaire des 100 ans de L'Oréal, comme l'avant-première d'Avatar, plein d'autres événements. Tu parcours le monde, tout le globe. Tu vas en Corée, à Los Angeles, à Marrakech, bientôt en Martinique. Mais c'est royal comme c'est royal. C'est beaucoup de travail, tu sais. En général, je pars, j'ai le temps de rien voir. J'ai peut-être une journée off à la fin. On arrive le premier jour, première chose à faire, il faut déballer la collection, la repasser, le casting, l'organisation. Finalement, c'est comme un défilé ici à Paris et je vois rien. Ah d'accord. Mais j'adore, moi je trouve ça excitant et puis c'est dans le stress qu'on fait les plus belles choses. J'imagine que le domaine de la mode, tout comme celui du cinéma ou de la musique, est impitoyable aussi. Oh oui. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours? Mais il y en a plein. La jalousie, la méchanceté, les critiques pour descendre, non constructives, les bâtons dans les roues parce qu'on dérange. Je ne parle pas que pour moi, je pense qu'il y en a pour plein d'autres créateurs, c'est le même problème. En France, on ne vous aide pas. De toute façon, nul n'est prophète dans son pays. On sait bien. Donc, c'est les étrangers qui nous aident beaucoup et les Français, voilà. Les difficultés, l'argent. Première difficulté, il faut financer chaque saison une collection, un défilé, des mannequins, une maison. Je dois dire,
qu'il y a des difficultés qui sont plus pesantes que d'autres. Quelles sont les plus pesantes? En fait, ce qui, moi, me choque régulièrement, c'est qu'en France, on n'aide pas la jeune création. Et moi, je dois dire ça, c'est la chose qui me choque le plus, parce que quand je suis arrivé au début, je pensais que j'allais me retrouver, voilà, on allait nous aider, nous accompagner, parce qu'on n'est pas beaucoup. Il n'y a que des étrangers à Paris qui font de la mode. Il n'y a plus de Français. C'est vrai, c'est très juste. Et les peu de maisons françaises qui restent, soit ont été rachetées par des Espagnols, des Chinois et d'autres. Et des maisons françaises, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on est une maison française, on fait de la couture, on fait du prêt-à-porter, des accessoires, les sacs bientôt pour l'année prochaine. Donc, et je tiens à rester Il n'y a pas français. d'investisseurs pour ça? Non? Il y a des investisseurs, mais je tiens à garder ma liberté. Mais c'est un métier très dur, impitoyable, bourré de méchanceté. Et à côté de ça aussi, il faut quand même dire, il y a des gens merveilleux. Il y a des journalistes merveilleuses. En général, les grandes rédactrices sont toujours merveilleuses parce qu'elles comprennent notre métier, Parce elles qu'elles ont la sont culture. fascinées par ce domaine-là Oui. aussi. Et c'est agréable. Et dans les blogueuses, aujourd'hui, il y a des blogueuses formidables. Moi, j'adore les blogueuses, j'adore le webzine, j'adore les internets, les web TV. Donc nous, on mise beaucoup dessus depuis le début. Alors par rapport au calendrier des collections, donc il y en a une qui est à peine finie, tu dois déjà en faire une autre. Oui. Combien de temps ça met entre chaque à chaque fois et le temps que ça met de préparation? Alors, une collection couture, il faut compter 3 mois. Pour une combien de collection- pièces? Voilà. Nous, moi, je fais des grandes collections. Je ne fais pas des petites collections de 20 passages ou 16 passages. Je trouve qu'avec 16-20 passages, on a le temps de rien dire. On reste sur sa fin et puis on ne va pas au bout de notre idée. Donc, en général, 40 passages chez nous. 40 passages? Oui, et j'ai fait des collections à 60 passages. Punaise. Comme des grandes maisons couture, dont je tairai les noms, qui font autant de passages que nous. Donc, pour une petite maison comme nous, se permettre de faire autant de passages, c'est un sacré investissement. Et puis, je ne me vois pas arriver à faire différemment, parce que de toute façon, j'en rajoute toujours. Et justement, comment t'inspires-tu pour créer à chaque fois une nouvelle collection? Il faut que je me calme, parce qu'il y en a trop. Ah bon? J'ai trop d'idées. Moi, je peux faire une collection par semaine, en idées. Par contre, dès que j'ai commencé ma collection couture, un mois avant qu'elle soit finie, j'ai déjà la prochaine dans ma tête. Ah bah dis donc, c'est Ouais. pas le cas de tout le monde, hein. Elle- C'est super. pendant que je la travaille, il y a la nouvelle qui arrive. Je regarde mon défilé le lendemain de mon défilé, parce que moi, je ne le vois pas le défilé. Je suis derrière, je travaille, je cours à droite à gauche à ranger les filles. Je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour voir le CD. Et c'est là que j'ai la deuxième collection qui arrive. D'accord, parce que j'allais te poser la question, comment tu fais pour te réinventer à chaque fois? Tu viens de me répondre. Voilà. D'accord. Alors, tu as présenté récemment, tu as offert au Fashionista une merveilleuse collection qui s'appelle Par un songe d'une nuit d'été. Merci, merci Peux-tu pour nous le compliment. parler un peu de cette collection? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On regarde les informations comme tout le monde. On voit de la tristesse, la guerre, du terrorisme, une crise financière qui n'en finit plus. On voit des choses vraiment affreuses. Dès qu'on allume notre télévision, on voit que des choses affreuses. Les programmes qu'on regarde le soir sur la télévision, c'est une espèce de voyeurisme de la vie des gens. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Je me concentre sur ma vie. Elle me suffit amplement. J'ai pas envie de prendre les autres. Je suis pas voyeur, en fait. Je suis vraiment pas voyeur. Et je me suis dit, mais mon Dieu, les gens ont besoin d'amour, ils ont besoin de revenir à des vraies bases. Donc j'ai fait cette collection. Par un songe d'une nuit d'été, c'est pour... Il faut imaginer une femme et un homme qui sont très amoureux. Et tout est sur la peau, le contact de la peau. Où commence le vêtement? À fleur de peau. Les couleurs de la peau, l'amour, la sensualité, l'érotisme, mais sans jamais la passion, mais pas tomber dans le vulgaire. Parce que le borderline est très, très vite franchi. Et donc j'avais envie d'une collection fraîche d'été comme ça. Je veux maintenant une robe de nuit d'été, une robe couleur d'étoile. Je la veux d'or pur, une robe de soleil. Quels sont tes actus à venir? Alors on a la Martinique, départ le 7 mai pour France O, où on est invité pour la Fashion Week caribéenne, invité d'honneur. Ensuite, il y a la Serbie. Je fais aussi un défilé en Serbie pour la première Fashion Week serbe. Donc on est invité d'honneur de la Fashion Week.
Et puis il y a les 100 ans du Tour de France. Du Tour de France. Oui, de cyclisme, qui partent de mon île cette année, de la D'accord. Corse. On nous a demandé de créer 4 tenues autour du cyclisme. Les tenues sont prêtes et je pars le 1er juin. Tenue pour homme alors du coup. Femmes. Femme. D'accord. Moi je vais mettre des femmes sur des vélos. D'accord. Ah oui, pourquoi il n'y a pas de femmes dans ce Tour de France. Mais il n'y a pas de Tour de France féminin, c'est Non. pour ça que je te dis de C'est l'homme. pour ça que je vais te mettre des fibres. Mais en parlant de ça, je viens de réaliser, mais tu fais aussi des collections pour hommes. Bien sûr, on présente de l'homme sur mesure dans la couture. D'accord. Voilà, une veste d'ailleurs de mon cru. Et puis le prêt-à-porter homme va arriver dans un an, aujourd'hui. Alors tu as un site internet qui est tout à fait exceptionnel. Tu nous fais rentrer dans un univers magique, Merci. féerique, sublime. Et on le donne aux téléspectateurs, donc c'est le Oui. www.tibouche.com et dans lequel on retrouve Tout mon univers, toutes mes idées. Il y a une Chanel TV, il y a le prêt-à-porter, il y a la couture, il y a toutes les actualités des people. une boutique en ligne, je La crois. boutique en ligne qui arrive en avril. Et vous allez pouvoir commencer à acheter les produits du prêt-à-porter qui seront produits pour la boutique en ligne à l'identique. Et quoi d'autre ? Et dans la boutique en ligne, évidemment, il n'y aura pas que des vêtements, il y aura les chaussures, il y aura les bijoux et vous allez avoir la maroquinerie. La les maroquinerie. sacs. Oh, nous les femmes, on adore les sacs. Je sais, Ah, ça va être merveilleux. je sais. Sacs chaussures. Sacs chaussures, mais là tu vas mettre tout le monde d'accord. Donc, petite maroquinerie. Il y a aussi des choses pour les chiens, parce que C'est j'ai un vrai ? chien, un petit D'accord. chien. Donc, moi, je vais en faire pour lui et pour d'autres. Parce que je trouve Si que... tu fais pour les chats, il faut faire pour les chats, parce que moi j'ai des chats. Ah, mais on va tout faire. Tout. Ah Parce oui, qu'une comme femme ça, qui ils auront leur sort petite avec son veste. sac, c'est bien qu'elle la laisse assortir à son sac et ses chaussures, je trouve. Et là, je vais produire une micro-collection pour les boutiques dans le monde entier qu'on va lancer en Quand tu dis micro-collection, c'est-à-dire une édition limitée. Oui, une édition limitée. Combien de pièces ? 10 pièces. 10 pièces. Peut-être 15, si j'ai le temps, mais 10 sûres, de pièces illimitées dans le temps pour une boutique par pays dans le monde, D'accord. qui seront des pièces haute couture. Donc les gens vont prendre Faites un main. billet d'avion juste pour aller prendre cette pièce-là. Peut-être. Ça serait génial, J'aimerais bien. Mm. Et les clientes auront la possibilité d'acheter de la couture. Alors, ce sont des blouses roulottées à la main, enfin, mais vraiment des produits magnifiques, hein. Comme je fais dans la couture. Et on pourra les avoir au prêt-à-porter en quelques tailles, en fonction des commandes, mais que 10 modèles. Et une seule boutique par pays. Alors là, on va passer à la partie de l'interview. La plus soft, la plus cool, tu dois répondre sans réfléchir. D'accord. Ton créateur fétiche. Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Tous, quoi. Alexander McQueen. Non, des créateurs qui ont un univers vraiment particulier et dont j'admire le travail. Une destination de rêve. Tahiti, Tahiti. Quelle a été ta plus belle rencontre ? ma plus belle rencontre, mon premier amour. Le plus beau geste d'amour qu'on ait Ah pu ben, il fait. y en a eu. Le plus beau geste d'amour qu'on ait fait, c'est Henri. C'est à la mort de mes parents. Ce qu'il a fait pour mes parents avant que mes parents meurent. Et ça, je ne pourrai jamais oublier ça. Personne n'a fait ça pour eux. Henri a traité mes parents comme ses parents. Il a été... maman est morte d'un cancer, tu sais, donc c'est quelque chose de pénible, de dur. En plus, c'est héréditaire, donc je me fais suivre à cause de ça. Et Henri a remué ciel et terre pour soigner et aider maman. Et puis après, la plus grande preuve d'amour, c'est celle de ma mère aussi. Ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est pouvoir faire mon métier sans contrainte et enfin d'obtenir ce que nous sommes en droit d'obtenir. Merci beaucoup Eric pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Ça a été un plaisir. Tu as une sensibilité à fleur de peau et c'est très touchant. Tu as une espèce de vérité, de sincérité, comme je viens de le dire, qui est flagrante et c'est pas donné à tout le monde parce que comme je disais tout à l'heure, beaucoup prennent la grosse tête. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi dans ton royaume, Tu es la qui est bienvenue. Quand tu merveilleux, veux. avec ces tenues qui sont merveilleuses. Oui. Et puis je te souhaite encore de très belles collections et de cartonner dans le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, à bientôt et au revoir et que la passion vous anime. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.